C'est pas évident que tout le monde se lève bien à temps. Nous allons évoquer un très beau recueil de nouvelles. Alors, qui s'appelle Banlieue parisienne noire. La personne qui a organisé, qui a été à l'origine de cette anthologie de nouvelles, c'est Hervé Delouche. Il devrait être présent aujourd'hui, malheureusement il est un petit peu sur son lit de douleur et il n'a pas pu nous rejoindre. Donc on a transformé un petit peu la rencontre, enfin j'ai transformé un petit peu la rencontre, mais j'ai le très grand plaisir de vous présenter Chloé Lédy. Chloé Lédy qui a fait la première nouvelle du recueil, et Jean-Pierre Rumeau, alors je ne sais plus, c'est la 6e ou 7e, c'est dans une des autres parties. Chloé Lédy et Jean-Pierre Rumeau, c'est bien de vous avoir ensemble puisque par hasard, vous êtes deux primés du Goéland masqué. L'année dernière, Chloé, tu avais eu le prix, je crois, France Bleu Poche pour Rien ne se perd. Le livre, si tu peux monter, je suis désolée, je n'ai pas la main assez grande. Et cette année, merci beaucoup, elle fait tout. Et cette année, Jean-Pierre Rumeau, et bien hier, on a eu le plaisir de te voir attribuer le prix du premier roman, le prix du Goéland masqué, avec Le Vieux Pays, chez Albin Michel. Je voulais donc parler un peu de la manière dont s'organisait un recueil de nouvelles. Alors, je ne peux pas parler pour Hervé Delouche, mais ce que je peux vous demander en première question, c'est comment il vous a demandé, qu'est-ce qu'il vous a demandé exactement l'un et l'autre. Chloé, tu veux commencer ou on laisse Jean-Pierre parler en premier? Jean-Pierre, s'il te plaît. Elle est lâche. Non, c'est le. Je pense que Hervé Delouche, qui est un garçon magnifique et qui a en effet, comme le disait Corinne, organisé, a été l'organisateur un peu de ce truc, m'a demandé, après avoir lu Le Vieux Pays, il avait adoré ce livre, donc il m'a demandé, Jean-Pierre, est-ce que tu as une idée, voilà l'idée que je te propose, la grande banlieue parisienne, parce que dans le livre, dans Le Vieux Pays, il y avait Goussainville, le vieux pays de Goussainville, qui est juste, lui, situé en proche banlieue parisienne, et il m'a dit, donc, est-ce que ça t'intéresserait de participer à ce truc? Et je dis, oui, pourquoi pas, oui, plutôt, ça m'intéresserait d'ailleurs, mais j'ai pas envie de parler, de reparler, ça ferait ressucer du vieux pays de Goussainville. Est-ce que je peux aller plus loin? En plus, j'ai une idée à te proposer, ça m'est venu instantanément. Est-ce que tu te souviens d'un film des années 70 qui s'appelle Délivrance? C'est un film de John Borman, dont les cinéphiles sans doute se souviennent. Alors écoute, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est John... C'est loin comme la banlieue parisienne quand même. Hein. Ouais, pas tellement. C'est loin, ça se passe en Louisiane en fait, où quatre copains vont aller faire une descente en canoë dans les bayous de Louisiane, et ils partent pour 3 jours, 4 jours de copinage en tant que tel, et ça se termine en sucette absolue, un drame absolu. Ils partent à 4, ils reviennent à 2. Et j'ai dit à Hervé, je te propose Délivrance en forêt de Fontainebleau. Et il m'a dit, génial, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il m'a dit, en plus tu vas être sûrement le seul non-urbain de l'aventure. Voilà comment ça s'est passé pour moi. À Chloé, maintenant. Alors Chloé. Bonjour. Bonjour. Alors je préviens que j'ai dormi 3 heures, donc je risque d'être un peu incohérente dans mes propos, plus que d'habitude. C'est ce que ça se voit. Pour les 3 heures de sommeil, on le voyait, hein, ça ne s'entend pas, mais désolé de dire que c'est des petits yeux ce matin. Hein. Ouais. Alors, donc, on remonte un peu dans ses souvenirs, je pense, il y a 1 an à peu près, un coup de fil d'Hervé ou une rencontre avec Hervé Delouche pour te demander une nouvelle d'abord, et une nouvelle sur une banlieue. Comment vous êtes arrangés, comment vous avez travaillé ensemble? Alors ça a été compliqué parce que le principe du livre c'était plutôt d'avoir des auteurs qui vivaient ou qui avaient vécu dans les lieux qu'ils évoquaient dans les nouvelles. Et moi j'ai jamais vécu en région parisienne, donc j'étais là, qu'est-ce que tu veux que je vienne foutre là-dedans? ça m'a quand même ça m'a fait plaisir parce que du coup il allait me chercher un peu loin. Mais voilà, j'étais là, je connais pas du tout Paris, je peux te faire une nouvelle peut-être sur la gare Montparnasse et la gare de Lyon, c'est tout ce que je connais de Paris, mais c'est pas trop la banlieue. C'est pas trop la banlieue, mais il y a des gares de banlieue, ceci dit. Il y a des gares de banlieue, ouais, Voilà, donc petit à petit, la discussion s'installe. Donc on m'a cherché comment je pouvais m'insérer dans mon projet, et du coup comme j'écris beaucoup sur l'enfermement, donc y compris carcéral,
je me suis dit pourquoi pas quelque chose sur Fleury-Mérogis, étant donné que la plupart des prisons sont quand même un petit peu semblables dans leur fonctionnement, il n'y a pas forcément besoin de connaître celle-ci en particulier pour en parler. Donc voilà, on s'est arrangé comme ça. Et elle correspondait bien donc à un endroit de banlieue. Alors si vous ouvrez ce très beau recueil, à la 2e ou 3e page, alors désolé pour la photocopie, mais on n'y avait pas pensé tant que Hervé Delouche devait être présent, vous avez une carte qui indique les 13 endroits où se passent les 13 nouvelles. Ensuite, c'est un recueil qui fait partie d'une série, Asphalte Noir, fait des anthologies de nouvelles qui sont plutôt des anthologies sur des lieux urbains. C'est-à-dire que vous avez dans cette série Mexico noir, Barcelone noir, il y a Paris noir, il y a Berlin, il y a Marseille, New York je suppose. Cathy Ainsworth qui est présente a fait l'anthologie aussi autour de Londres. Donc la question que j'aurais aimé lui poser, c'est l'occurrence qu'il y avait de refaire un recueil de nouvelles de nouveau sur Paris. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre Paris Intramuros? On ne va pas poser la question à Chloé puisqu'elle dit qu'elle ne connaît pas du tout Paris. Jean-Pierre Rumeau, es-tu parisien? J'ai vécu à Paris pendant 45 ans, oui. 40 Donc, est-ce qu'il y a une occurrence à parler d'un lieu qui serait confusément quelque chose qu'on appelle la banlieue en général? Je crois que oui. La ville intramuros Paris, c'est tout petit. Il y a un certain, on est protégé un peu il y a un rythme de vie et un cadre de vie qui est quand même totalement différent, bien qu'il y ait beaucoup de rapports communs, mais avec la banlieue proche d'abord qui ressemble beaucoup. Mais si on s'éloigne un tout petit peu, c'est-à-dire si on va un peu plus loin, 10-15 dans le genre, les banlieues plus lointaines qui sont évoquées dans le recueil, là on a des types de vie qui sont quand même éloignés du type parisien. C'est en même temps un mélange de provinces de proximité avec des coins que je connais bien, Arcueil par exemple, dans une nouvelle, et là où les gens s'y retrouvent, il y a une espèce de chaleur de proximité avec les villageoises, provinciales, avec la proximité de la grande ville, des trafics, des gens qui sont là, des perditions, et puis voilà, de ce qui se passe dans une grande ville. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose de différent. Alors, en général, anthologie de nouvelles, recueil de nouvelles, il y a une préface. La préface est d'Hervé Delouche. Il n'est pas là, mais on peut lire ses mots. Donc je vais vous lire un petit peu comment il présente cette anthologie. Donc, qu'on ne s'y trompe pas. Les banlieues parisiennes ne se résument pas à un triptyque pavillon, bar, centres commerciaux. Elles forment un kaléidoscope, aux paysages et architectures contrastées, aux habitants bien vivants et non pas fantômes de passage. C'est à la rencontre de ces lieux, de ces êtres, que décida d'aller François Maspero, en compagnie de la photographe Anaïk Franz en 1990. Partant du constat peu satisfaisant que beaucoup de Parisiens voyaient les banlieues comme un magma informe, un désert de 10 millions d'habitants, une suite de constructions grises indifférenciées, un purgatoire circulaire avec au centre Paris paradis. Ces deux Parisiens curieux entreprirent une croisière au long cours entre Roissy et Saint-Rémy-les-Chevreuses pour raconter l'histoire et le présent. Cela donne un livre épatant, Les passagers du Roissy Express à la rencontre du vrai monde et de la vraie vie, quand Paris était devenu une grande surface du commerce et un Disneyland de la culture. Ce vrai monde, cette vraie vie, il pulse aussi ici. Donc, il a parlé de kaléidoscope. Le recueil est basé sur 4 parties différentes. Alors, je vais les lire parce que les thèmes, je ne les connais pas par cœur. Le premier thème, c'est offensé et révolté. Le deuxième thème, tentative d'évasion. Troisième thème, Scarface des banlieues. Et quatrième et dernier thème, fantôme du passé. On parlera d'ailleurs, j'espère, on aura le temps de parler de la nouvelle de Patrick Péchaud, qui je trouve est très en écho avec la première nouvelle de Chloé Midi. Le terme banlieue, ça a souvent un côté péjoratif. Même si on n'y vit pas, on peut en parler. Est-ce que ça vous énerve un peu on a toujours l'impression que c'est là que vont se passer tous les problèmes, qu'il y a la racaille, on a entendu certains mots dans certains médias. La banlieue a une sale réputation, on va dire. Chloé?
Donc moi j'ai grandi en banlieue de Lyon, donc je me sens quand même un tout petit peu concernée. Moi c'est vrai que pourtant je viens pas d'une banlieue particulièrement chaude du tout à Lyon, mais pour pas mal de Lyonnais qui sortent pas trop de la métropole, bon, tout est pareil. Tout est très exagéré. Je me souviens quand j'étais plus jeune, on m'avait dit si tu vas aux Minguettes, donc c'est une cité de Lyon très connue, tu risques de te faire assassiner sur place, violer. Entre temps, bon, j'ai eu des amis aux Minguettes, je suis allée pas mal de fois, il m'est rien arrivé, tout s'est bien passé. Ta présence prouve qu'il ne t'est rien arrivé de... Je peux en témoigner. On peut traverser les Minguettes impunément, tout se passe bien. Et la première fois que j'ai eu un minuscule début de reconnaissance littéraire, j'avais gagné un concours de nouvelles qui était organisé par une partie de la ville de Lyon. Donc je me suis retrouvée dans un truc un peu mondain qui m'a fait très très peur d'ailleurs pour la remise des prix avec les élus. Il y avait le président de la région, enfin c'était... C'est pire qu'au Minguettes. Pas du tout prévu. Ça devait être pire qu'au Minguettes. C'était bien pire qu'au Minguettes. J'imagine. Et je me souviens d'une élue qui m'a dit texto vous écrivez bien pour quelqu'un qui est issu de l'immigration et qui vient de la banlieue. J'étais là, ouais, c'était la première fois que je me prenais autant de racisme et de préjugés comme ça dans le milieu, dans le milieu. Littéralement, c'est le milieu politique finalement. Mais via une reconnaissance littéraire. Donc j'ai eu des commentaires comme ça et j'en ai eu d'autres, moins, là c'était vraiment extrême, mais j'ai eu d'autres trucs comme ça quand même, vous venez de banlieue et vous écrivez, c'est pas censé aller ensemble. Vous savez écrire, ouais. Donc voilà, je trouve que c'est un bon exemple de comment voilà, une espèce d'exotisation aussi du truc, une petite de banlieue, elle est mignonne, regardez, c'est ça que ça ressemble. Voilà. L'ascenseur social, à marcher, encore une fois, enfin, ce genre de... Ouais, voilà. Alors que bon, niveau de thune, c'est pas trop ça. Ça marche pas. Oui, les écrivains, on ne peut pas dire que... Voilà. Jean-Pierre, ce côté péjoratif du mot banlieue, qu'on a appelé d'ailleurs, qui est un mot assez récent, qu'on a appelé faubourg, qu'on a appelé... Alors là, je ne sais pas trop quoi dire, parce que j'avais eu dans ma vie personnelle cette classification, mais ça n'a jamais été mon truc, j'arrive pas à m'y retrouver. Moi, j'ai jamais vécu, contrairement à Chloé, dans la banlieue. T'as beaucoup moins de cheveux, ça doit être pour ça que tu es arrivé moins de... Non, j'ai jamais vécu là-dedans, donc mais les classifications m'agacent un peu. Alors, moi, la banlieue, je la connais pas, la banlieue parisienne, en tout cas, je la connais pas. Je la connais très bien, en fait, mais sans y avoir vécu, parce que j'ai été, comme tu sais, pendant de nombreuses années, cascadeur, et j'ai formé surtout, pendant les 15 dernières années, énormément des générations de cascadeurs. Les cascadeurs, les jeunes gens que j'ai eus, qui avaient 18 ans, entre 18 et 20 ans, venaient tous, sans exception, de la banlieue parisienne. Ils avaient vécu dans ces conditions, c'était des garçons ou des filles d'ailleurs, mais surtout des garçons qui pratiquaient les arts martiaux à haut niveau, qui savaient ce que c'est la baston, qui s'étaient débrouillés, qui s'étaient machin, mais des jeunes gens qui étaient typiquement les jeunes gens issus de l'immigration pour certains, ou pas, qui étaient ces jeunes gens issus de là. Et j'ai vu arriver, pendant 15 ans, des générations, j'en ai eu des centaines, qui sont venus de là, j'ai vu arriver des jeunes gens, évidemment, qui avaient une forme de révolte, ça c'est certain, donc ça signifiait quand même que là où ils étaient peut-être considérés, ils avaient entendu, en tout cas ce genre de propos que Chloé vient de nous dire, mais en même temps, j'avais des diamants, j'avais des gens qui avaient envie, alors eux, ils avaient envie de faire quelque chose, ceux-là, donc évidemment, j'avais des jeunes gens qui pétaient le feu, qui avaient une envie incroyable de faire ce métier, de se dépasser, des trucs comme ça. Je ne te dis pas que ça a été simple tout le temps, parce que des problèmes de discipline ou des trucs comme ça, mais donc moi ce que je l'ai vu, je l'ai rencontré, en tout cas effectivement que le positif de tout ça, et même que le plus que positif, parce que c'est un peu, c'est tellement difficile de se sortir des préjugés que quand tu tentes et quand tu t'en sors, il faut que tu sois encore mieux, disons, que les autres, que les gens qui sont là. ceux qui sont en face.
c'est ceux qui sont en face qui demandent ça, parce que eux, Ceux qui sont en face aimeraient bien ne ça. pas avoir à Évidemment. donner Mais tu sais, plus. c'est comme les filles avec les postes, les femmes avec les garçons, les hommes. Hein. Oh. C'est exactement pour le même poste. La femme a besoin de davantage de qualité, mais le noir a besoin de beaucoup plus de qualité que le blanc. L'handicapé a besoin de beaucoup plus de qualité que celui qui marche normalement, etc. Hein. On est dans un système connu, disons. Alors, première nouvelle, dans la partie offensée et révoltée, on va aller à la rencontre de deux beaux personnages, Sofiane et Sarah, qui, pour une broutille, vraiment une broutille, vont terminer dans le mur, et l'un et l'autre. Est-ce que tu pourrais nous présenter ces deux personnages, Sofiane et Sarah, s'il te plaît, Chloé, dans une très belle nouvelle qui s'appelle « Je ne suis pas Paris ». Alors, présenter les personnages. Ils sont cousins, Sofiane et Sarah. Alors ils n'habitent pas à Florine, ils rugissent, hein. La nouvelle Non, va se terminer à Florine. On ne sait pas où ils habitent en fait, c'est pas pas précisé, parce que de toute façon comme je connais pas la région parisienne, je peux peut-être pas décrire. Oh, je pense pas quand même. Non. J'ai l'impression que Paris, faut quand même avoir pas mal d'argent pour vivre à Paris intramuros maintenant. Je sais pas, c'est peut-être un débat, mais tous les Parisiens me disent ça quand même. Et du coup, on sent quand même qu'ils viennent d'une famille où il n'y a pas trop d'argent. Sofiane, je raconte un petit peu le début de l'intrigue. Voilà, si tu préfères plutôt présenter les personnages, raconter le début de l'intrigue, on est parfaitement d'accord. Comme c'est une nouvelle, ils sont pas hyper caractérisés en dehors d'intrigue en fait. Ça se passe au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Ils vont se retrouver dans la rue par hasard au même moment que passe une manifestation, donc les marches de la République qu'il y a eu après les attentats de Charlie. Et il y a un journaliste qui travaille pour une radio, qui fait un micro-trottoir en direct le long de la manifestation et qui croit qu'il participe à la manifestation et qui va leur poser des questions. Je sais plus comment il les aborde, mais voilà, vous participez, comment vous vivez ça, etc. Et Sofiane va répondre, mais non, on n'est trop pas dans la marche, on va au sport là, on va voir sport. Et en fait, la conversation va dégénérer parce que Sofiane explique qu'il se reconnaît pas en fait dans ces marches de la République, que Charlie Hebdo c'est pas sa génération, qu'il connaît pas, qu'il n'aime pas leur humour, etc. et qu'il a pas du tout envie de manifester pour ça. Et en fait, ça va déraper, il va faire une mauvaise blague. Il va faire de très mauvais goût, qui n'était pas du tout à faire à ce moment-là. Et malheureusement, c'est enregistré. C'est en direct. Et du coup, il va se retrouver quelques jours plus tard avec un procès pour apologie du terrorisme. Et se retrouver condamné à 3 ou 4 mois ferme, je sais plus. 4 mois ferme. Je lis un petit extrait. Ouais. Ils ont retrouvé Sofiane avec les caméras de surveillance et le témoignage d'une jeune journaliste. Parce que, bien sûr, la radio était en direct. 3 jours après le sacrilège, ils l'ont arrêté chez ma tante et traîné en garde à vue. 48 heures plus tard, il passait en comparution immédiate. Avec un tel délai, difficile de préparer une défense qui tient la route, ou même d'y réfléchir. Sofiane et son avocat commis d'office ne faisaient pas les malins devant un juge. Passer au tribunal pour apologie du terrorisme, ça ne fait pas marrer grand monde. Mon cousin n'a pas assumé la blague. Il s'est excusé environ 40 fois. Le juge lui a dit droit dans les yeux que les gens comme lui le dégoûtaient. Il l'a condamné, c'est plus que ça, à 5 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. La séance avait duré 25 minutes. Comme une gamine, j'ai éclaté en sanglots dans les bras de ma tante et de ma mère. Sofiane nous a regardés, les yeux écarquillés, réalisant à peine ce qui venait de se passer. Essayant toujours, je crois, désespérément, et encore trop tard, de calquer son propre rythme sur celui du tribunal, celui de la France, et échouant à le faire. Là, je crois qu'on rentre vraiment dans le thème de cette nouvelle, c'est-à-dire des gens qui vivent dans un endroit mais qui n'ont pas vraiment les codes pour pouvoir assumer un procès, assumer une interview, qui vont plonger parce qu'ils n'arrivent pas dans la communication, dans la vie de tous les jours, à rentrer dans un système qui... D'ailleurs, le système ne veut pas d'eux. Oui, puis il y a un tel fossé en fait entre que ce soit le monde judiciaire, que ce soit le monde médiatique.
et les vrais gens, et selon ton milieu social. Donc quand tu viens d'un milieu populaire, entre guillemets, je sais jamais vraiment quel terme utiliser, mais quand tu viens d'un milieu pauvre. Malheureusement, c'est toujours des termes qu'on le prend pour être péjoratifs, ces termes-là. Oui, ou qui ont pauvre, forcément un relent de banlieue, de misérabilisme ou d'exotisme. Enfin, c'est un peu compliqué de trouver un terme approprié, je trouve. Tout le monde s'en va, j'espère que je suis pas trop envie. Il y a une autre chose à 10h30. D'accord. Voilà. Vous avez choisi votre camp. Au revoir. Au revoir. Non mais en fait ils étaient venus là pour se chauffer 10 minutes avant d'aller à l'autre. C'est tout, voilà. Mais au moins ils auront entendu parler de banlieue noire. Au moins. Voilà. Ouais, donc il y a un fossé entre surtout au tribunal, c'est là que c'est vraiment parlant, parce que malheureusement c'est tout le temps des personnes pauvres qui se retrouvent au tribunal, qui font face du coup à je sais pas si vous avez déjà assisté à des procès, mais alors on dirait des pièces de théâtre, je trouve. On a chacun qui tient son rôle, sauf le prévenu qui est complètement à l'ouest parce qu'il connaît pas forcément ce monde-là, que même s'il le connaît, c'est très compliqué, le jargon on comprend rien, et puis les juges viennent tout le temps de milieux très très favorisés. Je pense même qu'il y en a très peu qui viennent de la classe moyenne, et quand les milieux pauvres, à mon avis, c'est drôle parce que je suis en train de réaliser que finalement il doit y avoir aussi des tribunaux de banlieue, parce qu'à l'inverse, il doit y avoir aussi dans les tribunaux, on le voit malheureusement dans les médias, des gens très 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 riches avec des avocats payés très 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 cher, et là ils sont pas du tout paumés ceux-là. Et en général ils gagnent leur procès, en plus. Et ils ne vont pas en prison. Quand ils perdent, ils vont pas en prison. Voilà, en plus. Voilà, donc il y a encore, c'est un décalage immense quoi. Encore le fossé s'agrandit d'autant plus. C'est ça, c'est vraiment deux mondes en fait qui se tournent le dos quoi. C'est même pas des problèmes de communication, ou c'est juste un vécu qui est tellement différent que c'est impossible de s'entendre quoi. Moi quand j'assiste à des procès comme ça, j'ai l'impression de voir, c'est comme si le juge est prévenu, habite à chacun à l'autre bout du monde, ce serait enfin, tu peux vivre à 4 rues de la personne, mais c'est juste pas enfin bon. Et du coup c'est hyper compliqué pour un prévenu de s'en sortir dans ces conditions-là, peu importe ce qu'il a fait. Et du coup la nouvelle elle tourne pas mal autour de ça, ce décalage entre la France, les valeurs portées médiatiquement, c'est beaucoup médiatique, hein, c'est beaucoup basé finalement sur la gestion médiatique et politique après les attentats, donc et de Charlie Hebdo et ensuite de Paris, du Bataclan, etc. Cette instantanéité de savoir que finalement, par exemple, les gens peuvent savoir plus vite la mort d'un proche par la télé qu'on leur annonce finalement par la voie normale, on va dire. Ouais, et puis ce truc que je décris un peu dans la nouvelle pour moi, j'ai vécu un peu comme une chasse aux sorcières, ce qui s'est passé après les attentats de Paris, on va traquer les infidèles laïcs, quoi. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, tout en n'étant pas rattaché à une religion, mais enfin, ouais, là, je vais dire des trucs que je dis déjà dans la nouvelle, mais juste un ou deux exemples. Ça raconte pas l'histoire, et c'est important, par contre, d'évoquer le thème, donc c'est très bien. C'est vraiment ce sujet-là, voilà. Par exemple, les imams qui étaient poussés qui devaient prendre position absolument et condamner à tout prix l'islam, condamner les musulmans en disant c'est pas, en disant c'est pas l'islam, c'est pas ça, nous c'est l'amour, nous c'est la paix, etc. Et moi j'ai trouvé ça assez indécent en fait, d'obliger les gens à prendre position comme ça publiquement, à dénoncer des personnes qui reconnaissent pas comme étant des leurs en fait. C'est comme si en tant que Français on vous demandait d'assumer des trucs qui datent de 70 ans avec lesquels vous n'avez rien à voir. Enfin bon. Non mais c'est intéressant puisque on est en plein dans le thème de cette nouvelle et de ce que je pense que tu as voulu dire dans cette nouvelle, et on laissera le large public découvrir l'histoire de la nouvelle. On change radicalement et de lieu. Alors déjà Fontainebleau, je savais pas que c'était en banlieue parisienne, moi. Je pensais que c'était un peu loin quand même, non? Non plus, je savais pas vraiment. Mais enfin bon, ça a pas eu l'air de déranger. Hervé, alors on est en Île-de-France quand même. Voilà. Alors, donc je suis le plus loin. Ah oui, regardez la carte, hein. Paris, Fontainebleau là, tous les autres ils sont là. On est à 60 km de Paris, donc c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard. Pour faire le chemin, c'est pas très très loin. Et en plus,
Bon, je continue. Non, mais voilà, cette nouvelle s'appelle Le cimetière aux ânes, et donc elle est dans la partie tentative d'évasion, parce que, alors là, il est intéressant que tu nous présentes le couple qui va tenter cette excursion en forêt de Fontainebleau, qui ne sont pas en canoë, vous l'avez compris, sur un cours de Louisiane. Oui, alors, les gens, alors, ils sont parisiens, en fait, donc c'est des gens de Paris, et qui, comme beaucoup de gens de Paris, ont envie de temps à autre de sortir et puis d'aller faire une excursion en dehors. Alors, quand on habite au centre de Paris ou dans Paris, c'est le cas de mes personnages, en général, tu vas pas à Fleury-Mérogis ou à Pantin pour aller passer le week-end, tu te dis, bon, et voilà, sauf si tu as vraiment de la famille là, tu vas un tout petit peu plus loin, et pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est vrai que la forêt de Fontainebleau, qui est la forêt la plus proche de Paris, accueille chaque année 16 millions, on peut dire, de visiteurs, ce qui est énorme, parce qu'elle a plusieurs caractéristiques, dont l'escalade, dont la balade, dont le cheval, dont le VTT, dont ce qu'on veut. La cascade peut-être aussi, non? Parce que tu as l'air de très bien connaître le lieu, donc... Non, je connais le lieu parce que j'y habite, et que... En forêt de Fontainebleau? Non, j'habite à Fontainebleau, mais la forêt est à... Non, alors ça, c'est ce qui est incroyable, c'est que la forêt, elle est aux portes de la ville, il n'y a pas de banlieue, justement, à Fontainebleau, il n'y a que des gens à pognon, donc formidable, et la banlieue, c'est la forêt. Donc voilà, ça c'est, on est tranquille au moins, et la gare est très loin, on n'est pas embêté. Les banlieusards, c'est les chevreuils, des fois ils brûlent des voitures. Il y a des chasseurs quand même, C'est-à-dire que quand on est arrivé, moi j'ai eu un garçon qui m'a présenté un peu l'environnement, et qui a pris un moment l'air dramatique en disant « Ouais, bon, on a quand même ici un gros problème, un truc, il a pris un air dramatique, je lui dis, la nuit, quand on tombe la nuit, je dis, putain, c'est pas vrai, même ici on est agressé, etc. » Donc, il y a des sangliers qui arrivent et qui risquent en effet de planter ta bagnole sur un sanglier ou un chevreuil ou un cerf. Donc voilà, des dangers qui sont dans ce patelin. Ce qui est bien, c'est qu'on ne demandait pas si les sangliers étaient halal au moins. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en effet cette forêt attire quand même beaucoup de monde. Comme elle est grande, il y a un gros trafic de prostitution, il y a des braconniers qui sont des gens dangereux puisqu'il y a souvent des échanges même de coups de feu avec la gendarmerie et la police. Il y a des tuffers, il y a des... Oui, ça m'a... Oui, il y a alors des... ça c'est incroyable puisque par exemple j'ai visité, enfin j'ai parcouru cette forêt et il y a des coins, même il y a un coin sublime qu'on appelle la cathédrale, qui est l'autoroute, sous l'autoroute A6, qui est un immense truc qui s'appelle la cathédrale et qui est tagué partout, c'est magnifique. C'est un lieu, alors là où ils viennent, ils amènent les trucs, c'est pas très loin, on peut amener des voitures, même dans les petits chemins pour amener les enceintes et tout le truc. Donc même dans la forêt, il y a vraiment, de nuit particulièrement, il y a plus les promeneurs. Il y a des gens qui se baladent dans tous les sens. Donc cette forêt paraît anodine, en fait elle ne l'est pas. Il y a une vie très importante. Ah oui, parce que donc les deux personnages qu'au départ j'avais demandé, peut-être te rappelles-tu, oui. Qu'au départ je t'avais demandé de présenter les personnages. Oui, c'est bien. Revenons. Je suis un mauvais élève, contrairement à Chloé. Bon. D'accord, les deux personnes. Donc des Parisiens. Alors j'ai pris des. La petite je rappelle. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, les vrais gens, comme tu disais tout à l'heure, les vrais gens. Donc je prends un type qui est un réparateur de vélo. Alec. Qui s'appelle Alec, qui est un réparateur de vélo, qui est un type un peu. Voilà, qui a un gros costaud, qui fait de la musculation, mais qui est gentil comme tout, qui n'est pas combatif du tout, qui a des muscles comme ça, mais voilà, qui est un garçon sympathique, placide, qui est un amoureux du vélo. Alors, on choisit pas ses amours. Et il est amoureux d'une fille qui s'appelle Sandra, qui elle a un autre parcours. C'est un monde que je connais bien aussi, c'est les gens du cirque. Et elle vient du cirque, elle a suivi un type, elle est devenue spécialiste en hula hoop au cirque, les numéros qui sont très très intéressants et de plus en plus dans le coup aujourd'hui. Et puis elle s'est blessée, donc elle a été obligée d'arrêter sa carrière au cirque et elle est revenue là où elle était au départ, c'est-à-dire coiffeuse. Alors maintenant elle donne des cours de hula hoop, mais en même temps elle est coiffeuse à mi-temps. Donc voilà quelqu'un, alors c'est la rencontre de ces deux personnes qui sont un peu paumées, ratées, à part qu'elle a
encore plein de rêves. Lui n'en a pas, n'en a jamais eu sans doute, mais elle a plein de rêves. Et elle entraîne ce garçon dans des rêves qui sont aller sauter à l'élastique, faire des sauts en parachute. Lui, il a peur de tout, qui a la trouille monstrueuse de la vie, de tout. Les insectes, et il a des allergies, il ne supporte pas rien. Il est vraiment, il reste voilà, chez lui tranquille, ça serait génial. Et elle l'amène dans des aventures insensées. Et elle lui propose la dernière aventure qu'elle a en tête. On va aller passer une nuit en forêt de Fontainebleau, exactement dans la forêt des Trois Pignons, qui appartient au massif de Fontainebleau. Et voilà, et donc c'est l'objectif, et c'est un truc qui se dit, bon, c'est un peu plus tranquille que d'habitude. Oui, parce qu'il pense vraiment trouver le calme. Aller passer une nuit en forêt, bon, c'est un peu bizarroïde, mais alors pourquoi pas. Et voilà, ils partent en forêt, et là, ça va devenir l'enfer. Ils vont rencontrer évidemment des individus. Alors il y a un chasseur, enfin un braconnier, il y a donc le sanglier, ils arrivent à un endroit, ça existe, le chemin des sables du cul du chien. Voilà. Il existe vraiment cet endroit. Au centre, la forêt de Fontainebleau est particulière, elle a plein de paysages différents. Au centre du massif des Trois Pignons, de la forêt des Trois Pignons, il y a un grand désert de sable, puisque la mer existait il y a 30 millions d'années, il y avait la mer à cet endroit-là. Donc il y a exactement comme la mer de sable, ceux qui connaissent à côté d'Ermenonville, au nord, le parc de la mer de sable, etc. Donc il y a un désert de sable qui s'appelle les sables du cul de chien. En effet, les noms dans la forêt sont absolument incroyables et qui existent vraiment, qui fait plusieurs hectares. Et on se croit, on se bord de la mer, on se dit, derrière les pins se trouve la mer. Et c'est pas vrai, on est en pleine forêt, en fait, ça existe. Et derrière le sable, on va voir ce qu'ils vont trouver. Petit extrait. Après consultation du GPS, ils se dirigent vers un énorme bloc de grès qui émerge de l'étendue sableuse, ressemblant à un petit chien assis. Alec indique la forêt qui fait une barrière sombre devant eux, paraissant infranchissable. Ils avancent à tâtons, dans un entonnoir boisé que la clarté lunaire a du mal à pénétrer, jusqu'à distinguer une trouée plus claire, débouchant sur une autre étendue de sable blanc. Au moment où ils vont s'y engager, une musique électronique explose et déchire la nuit. Ces glissements de sons aigus et ces percussions appuyées dans les graves dévalent la dune et submergent l'espace dans un terrible fracas. Alec et Sandra reculent prudemment et se cachent derrière les arbres. Et là, on va tomber, enfin, ils vont tomber de Carrie dans Scylla parce que c'est incroyable ce qui va leur arriver par la suite. Ils tombent sur une teuf, en effet, avec des gens, comme ça existe, complètement défoncés. Moi, j'avais rencontré une fois, on n'a vraiment pas envie d'approcher parce qu'il y a une centaine de personnes qui sont déchirées complètement, avec les yeux qui sortent de la tête. Même les policiers n'y vont pas, les gendarmes n'y vont pas parce que ça peut se terminer vraiment en bain de sang. Et là, elle va y aller parce qu'elle a envie d'aventure. Et elle va tomber sur un mec qui a un branque qui organise le truc et qui va ensuite tenter de la violer un peu plus tard dans la nuit. Ils vont s'enfuir, poursuivis par ça. Ça se termine en catastrophe complètement. Ce qui m'intéresse là c'était vraiment pour dire le sens du truc. C'est que ce qui est intéressant dans la vie en général, d'ailleurs, et en dramaturgie et dans l'écriture en particulier, c'est de prendre quelqu'un, toi, moi, etc., qui est adapté à son milieu. On est dans un milieu en banlieue, au centre, riche, pauvre, ce qu'on veut, et on le prend par la magie de l'événement, on le met dans un milieu totalement différent, qu'il ne connaît pas, où les codes sont différents, les choses. Et là, on voit comment cet individu réagit, et à ce moment-là, on entre dans l'extrémité des personnalités, des âmes humaines, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment intéressant, puisque là, on découvre dans ces extrêmes-là de quoi est fait réellement quelqu'un. C'est-à-dire qu'il est perdu, il n'a plus d'empêche, il est obligé de s'adapter, premièrement, et d'improviser. Ou en fiction, le petit grain de sable, on parlait de la mer de sable, le petit grain de sable qui va faire que tout va se détraquer. La mauvaise blague ou la rencontre de la teuf. Alors dans ce recueil de nouvelles, il y a 11 autres nouvelles. Moi, je vous conseille vraiment de les lire toutes, évidemment. Mais j'aimerais quand même juste évoquer 3 nouvelles. Celle de Patrick Péchereau, qui est la dernière du recueil, et ce n'est pas un hasard. Chloé Méty, la première, Patrick Péchereau, je ne sais pas si tu l'as lu, la nouvelle de Patrick Péchereau. Elle est dans le passé, elle parle d'une époque où c'était la banlieue rouge. Et il y a des morceaux de discours de Georges Marchais qui font froid dans le dos, et qui parlent des bacs de HLM et qui déjà à cette époque disaient
Ah quand même, il faut la préférence nationale, on va quand même pas... des HLM, il n'y en a pas pour tout le monde, il ne faudrait pas que ce soit les immigrés qui viennent prendre la place des bons Français. Et donc je trouve que cette nouvelle placée en dernière reprend exactement ce que c'est devenu dans ta nouvelle et comment Sofiane et Sarah en sont arrivées là. Il y a une autre nouvelle qui se passe à Mantes-la-Jolie, qui est absolument magnifique, qui est la nouvelle de Christian Roux, qui parle d'une jeune femme, et c'est exactement ce que tu dis, placée dans un endroit. Voilà, magnifique nouvelle. Magnifique. Voilà, donc il y a la nouvelle d'Insa Sané aussi, qui parle d'une magnifique association, l'Arbre au Palabre. Voilà, 13 univers très différents. Je vous conseille vraiment Banlieue parisienne noire, les 13 à lire en même temps, une par jour, une par semaine, dans l'ordre, dans le désordre, comme vous voulez. Une par an. Voilà. Oui, comme ça fait de l'usage. En plus, pour un livre, vous allez avoir 2 signatures. C'est bien. Et je vous rappelle aussi, donc... Il y a même Marc Villard aussi. Ah oui, il y a Marc Villard qui est là aussi. Le Vieux Pays, Jean-Pierre Rumeau, qui est tout auréolé de son prix. On n'a pas amené le goéland, il nous aurait fait un peu d'ombre. Hein. Il y a le goéland. Et puis, 2 romans, j'en ai amené qu'un. Rien ne se perd, donc qui est maintenant en giga de poche. Et puis l'autre, j'avoue que je ne me souviens plus du Monstre en cavale. Monstre en cavale, qui est aussi chez giga de poche. Non, au masque. Au masque. Perdu. Ah, je ne connais pas celui-là. Voilà. Merci beaucoup Chloé Mehdi, merci beaucoup Jean-Pierre Renaud et merci au public matinal et fidèle. Si vous avez une question à poser maintenant, peut-être. Voilà. Donc là, c'est ce micro-là. On peut s'entendre. J'entends pas. J'entends pas. Ah bon, pardon. C'est pas facile, ouais. Ah bon, d'accord. C'est pas un rasoir, d'accord. Merci. Merci. Non, Chloé, vous parliez d'exotisme et des choses comme ça. Nous aussi, par ici, on a un certain exotisme avec des phrases assez chouettes du genre les illettrés, le GAD, enfin, etc. Je ne vais pas en faire toutes les citations. Et quand j'entends parler de banlieue comme ça, je ne sais pas si c'est une suggestion, mais ce serait quand même vachement chouette d'écrire un truc qui parte du communautarisme de Neuilly, la Défense, justement de faire que ces personnages arrivent dans un endroit, comme vous disiez, dont ils ne connaissent pas les codes, dans les monts d'arrêt, quoi. Et où ils se trouvent paumés, pourquoi pas, dans une taf ou un fest-noz, quoi. Ce serait formidable. Alors, parce que c'est du communautarisme aussi. Moi, je te conseille pour ça le premier roman. Alors, je suis en train de chercher, j'arrive plus à trouver le titre. Le premier roman, enfin le deuxième paru de Jackie Schwartzman. Celui dont il y a le petit mec de banlieue qui se retrouve complètement paumé et la nana, la bourge, qui arrive dans la banlieue. Et la bourge demain c'est loin. La bourge dans la banlieue, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça vaut son elle pète un câble. Elle pète un câble. Voilà, parce qu'elle ne sait absolument pas comment Et ce qui est très intéressant dans ce roman, excusez-moi de parler d'un roman autre, mais c'est l'incommunicabilité qu'il y a entre cette personne et le petit mec de banlieue. Ils vont être obligés de fuir ensemble. Voilà, je vous le conseille. Je te le conseille. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup. On va moi j'ai une question. Oui, allez. Ça alors de ce que tu décris du milieu de la toche, je me demandais si tu avais fait t'avais eu des... Des rêves. Eh ben oui. Les rêves partis. Les rêves partis. Non, ça a l'air un petit peu stigmatisant comment tu présentes les teufeurs, je trouve, la tentative de viol, le branle qui organise la teuf. Du coup, je me demandais, puisque c'est aussi une forme de stigmatisation de certaines personnes dans lesquelles je peux me reconnaître, voilà. Et du coup, je me demandais si c'était un peu du vécu ou si tu avais beaucoup pensé le truc. Non, dans le cas précis, c'est du vécu. Tu vois, ça dépend où se situe l'endroit, parce que là il y a des endroits qui sont totalement cachés, qui sont illégaux entre guillemets, tu vois, qui sont pas présentés, donc où ça peut tourner en effet vinaigre très vite.
En revanche, il y a là qui se passe, ça se passe bien dans la plupart des cas, tu vois, parce que bon, les gens font la fête et puis quand tu es dans un certain cadre complètement caché, parce qu'il y a du trafic en dessous, parce que tu vois, il y a des choses de ce type-là, c'est toujours, c'est exactement comme le braconage. Tu vois. Il y a des gens qui braconnent tranquillement, si je veux dire, et puis il y en a d'autres où ça peut partir, ça dépend de la mentalité des gens. Et c'est du vécu toujours. Moi, je suis rentré toujours dans les trucs, tu vois, où j'ai traîné chaque fois. Voilà. Je t'en avoue. Merci beaucoup. À bientôt et je vous propose donc de retrouver et Chloé et Jean-Pierre Remaud sur leur stand. Merci, à tout à l'heure. Merci.